bonjour à toutes et à tous. C'est un moment particulier pour vous. C'est une entrée symbolique au sein de cette ENS avec l'arrivée de votre marraine, de notre marraine. Je prends juste la parole quelques instants. C'est pas moi que vous êtes venu écouter ce jour. Donc, chère Cynthia Fleury, merci tout d'abord d'avoir accepté d'être la marraine. De cette chaleureuse promotion 2024, il le montre. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des élèves d'horizons divers, alors, des mathématiciens hessiennes, enfin informatique, droit, économie, management, sciences du sport, environnement, sciences de l'ingénieur, qui seront pour la plupart, et je le redis surtout pour eux, qui seront pour la plupart docteurs dans quelques années dans leur spécialité. Et je l'espère avec une connaissance suffisamment importante des enjeux de ce monde et l'envie de contribuer à un monde meilleur, plus juste, plus digne, pour reprendre votre vocabulaire que vous utilisez. C'est pourquoi nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir ce soir pour nous éclairer sur ces concepts de vulnérabilité, démocratie et dignité, pour faire écho à un de vos derniers livres qui s'appelle « La clinique de la dignité ». Nous faire part du paradoxe de ce monde moderne qui, à la fois, permet une certaine conscientisation de la dignité, du caractère inaliénable de la dignité d'une personne, et en même temps crée une société où il y a une perte de la dignité par la croissance, la capitalisation, la rentabilité, le profit, etc., etc. Cette double peur aussi d'être traité de façon indigne et de se conduire de nous-mêmes de façon indigne, et ainsi de ceux de nous retrouvés dans une situation de souffrance éthique. Vous nous parlerez certainement de démocratie, d'état de droit, qui est là pour créer un collectif digne, pour protéger aussi la singularité de l'individu. Il nous a semblé que ces quelques éléments que j'ai rappelés doivent être au cœur des préoccupations, des réflexions que nous devons tous et toutes avoir, et encore plus nos élèves, vous tous et toutes ici, qui seront amenés à avoir de grandes responsabilités scientifiques. Et c'est en ce sens que nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir. J'ai aussi noté que vous aviez quitté, alors je ne vais pas dire X, mais le réseau X, pour qu'on ne se trompe pas d'endroit. Il y a quelques jours, peut-être pourrez-vous aussi nous faire écho de ce choix. Bon, vous l'avez compris, vous avez carte blanche. À vous. Alors merci pour cet accueil chaleureux. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous pour articuler les trois notions qui sont celles de dignité, de vulnérabilité, de démocratie. Alors on va les passer en revue. Ce sera forcément trop panoramique, pas assez exhaustif, un peu scolaire aussi, un peu trop didactique, même si je suis sûre que vous arriverez également à faire à chaque fois l'articulation. Vous allez voir, on va déplier sur qu'est-ce que c'est qu'une clinique de la dignité. On va revenir sur les grands âges de la dignité, quelques repères. On reviendra sur justement la notion de care, de philosophie du care, d'éthique du care, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce concept. C'est un concept assez pivot, vous allez voir, de vulnérabilité. Et aujourd'hui, vous verrez qu'avec la notion de vulnérabilité, en fait, on peut travailler quantité de disciplines, sciences de l'ingénieur, sciences médicales, philosophie sociale, etc. Tous ceux qui travaillent en fait sur la question des transitions, fondamentalement, sur la question des failles systémiques. Et puis, vous dire aussi quelque chose de la pénibilité de cette fabrique de la dignité. Et donc, on voit très clairement derrière la fabrique de la dignité tout le dirty work, le dirty care. Je viendrai sur ces notions-là. Dire quelque chose aussi de deux grands auteurs qui sont assez essentiels, Fanon et Baldwin. Et puis en dernier, tout simplement, on se fera un petit tableau
minuscule récapitulatif de dire en quoi cette dignité et cette vulnérabilité ont été comme des tests de crédibilité de la démocratie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par clinique de la dignité? Votre président l'a un petit peu dit dans son introduction. Qu'est-ce qu'une clinique? Une clinique, c'est tout simplement, au départ, ça vient de cliné. Cliné, c'est le lit, en grec. Et donc, nécessairement, une clinique, c'est ce qui se fait au lit, au chevet, au plus près. Donc, vous voyez déjà cela, cette idée que nécessairement, c'est un diagnostic du réel, au plus près de la singularité, au plus près des vulnérabilités. Et puis, c'est une thérapeutique. C'est une thérapeutique, donc d'abord un diagnostic, et puis ensuite une thérapeutique. Et alors, ça, c'est ce que je vous propose, parce que c'est ce que nous faisons plus spécifiquement à la chaire de philosophie à l'hôpital, du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. C'est que nous travaillons sur cette question de la générativité du vulnérable. Alors, qu'est-ce que c'est que la générativité du vulnérable? Vous avez tous entendu parler des IA génératives. Bon. Alors bien sûr, c'est un clin d'œil aussi à ce renouveau du terme de générativité dans aujourd'hui le langage commun et notamment dans les sciences algorithmiques, etc. Mais c'était aussi une manière de jouer de la question de l'ambivalence, de la vulnérabilité. Générativité du vulnérable, c'est d'abord le fait, hélas, que la vulnérabilité produit de la vulnérabilité. Et donc, vous avez des travaux très intéressants, je pense que je les ai mis plus loin, mais je vous les nomme à l'instant, par exemple d'Éloi Laurent. Éloi Laurent qui a travaillé sur ces boucles de rétroaction, ces boucles de vulnérabilité entre, par exemple, j'en cite une, la vulnérabilité démocratique, la vulnérabilité citoyenne, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir un état de droit, de ne pas vivre dans un état de droit. Immédiatement, quand vous avez cette vulnérabilité-là, vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, au Katanga, au Congo, l'état de droit n'est pas en grande forme au Congo, donc vous avez cette vulnérabilité-là qui va impacter directement votre niveau socio-économique, bien évidemment, puisque la justice sociale, la question de l'état social derrière un état de droit défaillant, généralement, elle est absolument nulle. Donc vous avez une vulnérabilité socio-économique, et souvent quand vous avez une vulnérabilité socio-économique, vous pouvez avoir une vulnérabilité environnementale parce que vous allez peser d'une certaine manière sur votre milieu. Soit parce que le pays entier se laisse spolier par d'autres, et donc il y a un phénomène de pillage exogène, c'est ce qui se passe notamment pour le Congo, soit sur place avec une confiscation qui fait que de toute façon, il y aura un fardeau écologique qui sera porté par les plus vulnérables. Et donc il y a un système comme ça, de boucle, et ça s'appelle un renforcement de vulnérabilité, et on sait très bien que lorsque les individus, par exemple, prenons simplement la vulnérabilité de la maladie, vous rentrez par la vulnérabilité de la maladie et la manière dont le milieu va répondre, le milieu social, culturel, etc., démocratique, citoyen, la manière dont il va répondre, va construire une réponse à cette vulnérabilité qui est celle de la maladie, on va à ce moment-là produire un renforcement ou pas de cette vulnérabilité. Donc hélas, ça c'est une générativité, je dirais, négative, mais il y a également, et c'est ce qui nous intéresse, donc nous sommes au diagnostic de cela, il est hors de question de se raconter des histoires, si j'ose dire, donc il faut véritablement ce diagnostic du réel, et en même temps, donc au chevet des vies qui se vivent comme indignes, mais en même temps, il faut retourner la chose et voir comment la vulnérabilité peut être, un vecteur de connaissance, bien sûr, deux, un levier capacitaire. Donc à partir de cette vulnérabilité, de la conscientisation de cette vulnérabilité, l'enjeu, ça va en faire une théorie de l'innovation, de voir comment on peut produire une théorie de la conception à partir du point de vue du plus vulnérable. Donc à la chaire, on ne fait exclusivement que ça. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique raison et que c'est la seule formule à suivre, mais en tout cas, nous avons choisi ce biais délibérément. Et donc, si nous construisons une solution, cette solution, elle n'est conçue
qu'en intégrant les acteurs les plus vulnérables pour la concevoir. Donc, par exemple, les patients. Donc, si tout d'un coup, nous devons produire un protocole alternatif à la contention mécanique et chimique en psychiatrie, la contention, c'est quand on attache les patients mécaniquement ou alors chimiquement, qu'on utilise, hélas, des médicaments de façon une surmédication et qui produit quantité d'effets indésirables. Là, l'enjeu, c'est de voir en intégrant les schizophrènes, les autistes, les patients, comment dire, de telle ou telle sévérité mélancolique, que sais-je, etc., dans le process, en amont, faire du co-design capacitaire et à ce moment-là, produire une solution alternative qui est pensée avec leur système, leur épistémé, leur manière de voir les choses. Voilà. Et ça, c'est une vérité, hein, c'est une vérité qui est que c'est pas simplement une vue de l'esprit. La vulnérabilité, c'est comme si vous voulez, une espèce d'équation mathématique extrêmement fine, extrêmement contrainte. Et plus il y a de la contrainte, souvent, plus derrière, il y a un phénomène d'innovation obligatoire, de disruption obligatoire, de rupture de paradigme. En tout cas, nous, on fait ce pari-là, qui est un pari éthique, mais qui est aussi un pari épistémo. Voilà, de dire il y a une voie d'innovation ici, et puis c'est également un pari éthique, mais c'est également un pari thérapeutique, dans la mesure où on se rend compte que toutes les équipes qui ont mis en place, parce que c'est du co-design avec les soignants aussi, et les familles, toutes les équipes qui ont mis en place ce que l'on appelle en bon français le proof of care, parce qu'il faut s'amuser un peu en termes de sémiologie. Et puis c'est une manière, je dirais, de récupérer, vous l'avez compris, la notion de proof of concept et de démontrer que, voilà, l'enjeu c'est de faire une preuve de soin. Donc ce proof of care, on démontre ensuite, c'est pas qu'on démontre, hein, c'est que en tout cas on peut le remarquer, ce proof of care va produire bien évidemment une solution intéressante, bénéfique pour les patients, mais une solution également importante pour les équipes qui ont mis en place cette expérimentation et ce proof of care. Donc c'est quelque chose qui, en fait, revigore, restaure ce que l'on pourrait appeler l'éthos des soignants, l'éthos institutionnel, parce que quand je parle de soignants, on pourrait tout à fait faire ici un proof of care à l'université, enfin à l'ENS ici. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique, si vous voulez, bien évidemment, au monde de la santé. L'enjeu, c'est de relancer une théorie de la conception à partir du point de vue des plus vulnérables et de voir ce qui sort de cela. Et ça s'appelle un outil, un dispositif de clinique de la dignité. Ça nous permet tout simplement de faire en sorte, vous savez, c'est Aristote qui posait que l'égalité se pratique entre égaux. Bon, la vérité, c'est que cette égalité, elle est essentiellement déclarative, principielle, et il faut bien évidemment toujours la garder comme une grande idée régulatrice. Il n'empêche que la majeure partie du temps, nous ne sommes pas égaux dans nos situations de vie, et donc ça nous renvoie à des choix qui nous obligent, entre guillemets, à améliorer, à ajuster, à corriger la norme, puisque la norme est jugée, parce que trop générale, discriminante. Et donc elle va venir discriminer les plus vulnérables. Bon, donc le travail de l'éthique du care, c'est celui-là. La clinique de la dignité, on l'a vu tout à l'heure en entrée, c'est cette double peur dans la modernité, avec une double peur, puisque vous avez un monde qui n'a jamais été à ce point-là grand défenseur des principes de la dignité. Depuis 1948, on va le voir avec les grands repères de cette question. Et puis en même temps, vous avez une modernité qui continue d'être une fabrique systémique de situations indignes. Et quand on dit systémique, c'est tout simplement qu'elle a opté pour des processus de rationalisation gestionnaire, new management, etc. Vous connaissez tous ces questions. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a une très bonne, un très bon état de l'art en sciences humaines et sociales sur les dysfonctionnements de ce que certains ont appelé le capitalocène,
c'est-à-dire non pas l'anthropocène, mais tout simplement le fait de dire attention, il y a un niveau de dérégulation dans le capitalisme effréné qui vient mettre à mort, certains parlent même de thanato-économie, avec le thanatos, de thanato-politique, c'est-à-dire essentiellement à un moment donné quelque chose qui nous met en danger sous couvert en fait d'être extractiviste et de défendre le profit, etc. Mais on voit très bien, et d'ailleurs c'est un enseignement de 1948, on va revoir la Déclaration des droits de l'homme ensemble, un enseignement de 48, c'est l'indivisibilité. Vous savez, 1948, c'est l'universalité, bien sûr, des droits, mais c'est aussi un autre concept mis à mal régulièrement, donc on pourra revenir sur cette controverse, mais c'est l'indivisibilité des principes. Et l'indivisibilité des principes, ça veut dire aujourd'hui que si vous dissociez la question du profit de la question de la responsabilité sociale d'une entreprise, en fait, vous créez forcément du renforcement anthropique, avec un E, et forcément du dysfonctionnement, etc., etc. Donc, et vous connaissez les problématiques aujourd'hui, la question du fait d'atteindre les limites planétaires, etc., etc. Bon, donc tout ça fait que pourquoi on peut vraiment poser, c'est pas simplement une idéologie, c'est pas une idéologie si vous voulez, c'est pas une vision, comment dire, romantique, une dénonciation romantique du monde. Il y a dans cette modernité telle qu'elle est conçue aujourd'hui, dans son âpreté et sa voracité de production extractiviste, etc., carbonée, il y a quelque chose d'une dynamique, donc d'une systémique de production de modes dégradés. Et le problème de la production sans cesse des modes dégradés, c'est que à un moment donné, cette matérialisation, cette déficience de matérialisation de conditions dignes provoque, en tout cas, il y a quelque chose de poreux et ça vient mettre en place petit à petit, en tout cas nous prenons le risque de mettre en place un sentiment de vie dégradée, voire une vie dégradante, voire etc. Donc c'est ce point-là. Et encore une fois, on fera la différence. Il ne s'agit pas de dire que toute matérialisation défaillante produit la fin de la conception symbolique de la dignité. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, mais il y a quand même une porosité forte, et donc il s'agira de voir comment on protège par un certain type de matérialisation le sentiment symbolique de dignité, et comment on protège par la fonction symbolisante de la dignité l'obligation régulière néanmoins de maintenir des conditions viables au niveau matériel. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce concept de dignité qui était absolument déterminé sur, c'était presque l'autre nom de la personne humaine, la question de la dignité. Et en fait, aujourd'hui, on a un élargissement du cercle de la dignité, de la même façon qu'on a eu un élargissement du cercle de l'éthique. Et dans cet élargissement, on a une remise en cause de ce qu'on appelle l'ontologie scalaire. L'ontologie scalaire, c'est tout simplement cette hiérarchie, notamment religieuse, construite avec Dieu, l'homme, les animaux, les plantes, etc. Donc avec le fait que nous n'avons pas les mêmes valeurs, et donc on parle d'une ontologie scalaire. Bien évidemment, cette ontologie scalaire, elle est remise en cause non seulement par la science, mais aujourd'hui aussi par nos éthiques globales, puisque vous avez tous entendu parler de la dignité animale, de la dignité du vivant, etc. Et vous avez quantité d'individus aujourd'hui qui considèrent que la préservation à juste titre, que la préservation de leur dignité, de la dignité en tant que personne, cette préservation passe par le maintien et même la consolidation de relations dignes avec leur milieu vivant, avec les autres êtres vivants, et que c'est comme ça aujourd'hui que l'humanisme de l'homme se restaure. Je pense à ce texte de Lévinas, l'humanisme de l'autre. Lévinas, très clairement, lorsqu'il écrit ce texte, considère que c'est par la relation intersubjective
interhumaine qu'on restaure son humanisme, et que en fait c'est que par la conscientisation de l'altérité de l'autre que surgit cet humanisme. Et là, nous, on pourrait ouvrir en disant oui, c'est vrai, il y a ça, mais en fait, il y a aussi l'intervivant, tout simplement. D'autres pourraient dire l'inter-terrien, si on était plus latourien, Bruno Latour. Et donc, c'est dans cette activation-là, de cette restauration d'un lien qualitatif, et pas d'un lien quantitatif, d'un lien qualitatif, qu'on va restaurer nos sujets, nos dignités et nos communautés. Et ça, c'est vraiment la clinique de la dignité, ça raconte, entre guillemets, c'est une formule pour raconter tout ce jeu de relations réciproques qui se joue entre les humains, bien sûr, mais tout simplement dans le système vital. Alors, je passe, puisque vous voyez, j'ai 28 slides et j'ai fait 20 minutes sur 3 slides. Donc, autant dire que, voilà, à chaque fois, c'est le même truc. Mais je vais essayer d'aller plus vite. Les âges de la dignité, rapidement, vous voyez que, allez, en gros, la grande différence, c'est entre une conception antique et une conception moderne. Conception antique, la dignité est compatible avec la question de l'inégalité. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous êtes des enfants de 1948, et vous êtes des enfants, en gros, du XVIIIe siècle, des Lumières, du postmodernisme, donc de la critique des Lumières, et de 1948, qui est l'avant-poste de la critique des Lumières. Donc, vous êtes des enfants de ça, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour vous, la dignité est absolument indissociable, elle est inaliénable, bien sûr, mais elle est indissociable des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, etc. Il n'y a personne d'entre vous ici qui viendrait défendre une dignité compatible avec l'inégalité des êtres humains. C'est le premier article et c'est le préambule de 1948. Ça, c'est quelque chose que vous vivez comme une évidence, mais ce n'est pas une évidence, c'est une construction socio-historique, culturelle, et qui peut justement, et c'est ça qu'il est important de comprendre, qui peut disparaître. Qui peut disparaître si petit à petit, soit nous changeons de valeur dans notre monde et que par l'éducation, nous enseignons de nouveau que il faut faire un retour à la dignité scalaire et la dignité ethnique, séparationniste, etc. Ça peut s'enseigner, mon Dieu, il y a des histoires terribles qui l'ont déjà montré, mais aussi ce sentiment, si vous voulez, d'évidence de votre dignité, c'est aussi quelque chose qui est construit précisément par la clinique. La clinique au sens de thérapeutique, de soins, de clinique psychique. C'est-à-dire que nous naissons aujourd'hui avec très rapidement ce sentiment que notre dignité est inaliénable, mais ça, c'est une conquête de la modernité. Et d'ailleurs, plus vous êtes un individu qui a, hélas, bénéficié de soins problématique, voire d'absence de soins, d'une théorie de l'attachement problématique, voire maltraitante, etc., plus vous êtes atteint, jeune, dans votre sentiment de dignité. Donc la dignité n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est construit par ce que l'on verra, qui s'appelle l'altricialité secondaire. Et l'altricialité secondaire, c'est cette loi qui fait que les humains viennent, comme des nourrices, créer petit à petit l'intégration, l'intériorisation très forte. On intègre, on intériorise une norme, et en l'occurrence, cette norme ici, c'est celle de la dignité. Et ça se construit par du soin, par du care. Et puis, dans le care, vous mettez l'éducation, parce que c'est le soin, c'est le même continuum, le care, la curiosité, tout ça, c'est la même racine. Et donc, c'est véritablement le grand continuum du soin reçu qui va créer l'activation, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, du système exploratoire, donc de notre capacité d'apprendre, et du système motivationnel. Donc vous voyez que le grand moment qui fait que, voilà, on va lâcher la conception antique, religieuse, chrétienne, romaine, grecque, etc., qui était une conception de la dignitas compatible avec l'inégalité des sujets. Ce premier temps, vous l'avez avec un pic de la Mirandole,
Je vais passer très vite parce que là, sinon, si on part sur Pic, on va rester sur Pic, et ce qui est bien, parce que c'est un grand renaissant et c'est d'une certaine manière, voilà, c'est Catherine Malabou qui parlait d'ailleurs de plasticité, hein, ce terme de plasticité que vous pouvez retrouver chez Pic, qui bien évidemment n'est pas dans le vocabulaire de Pic, qui est un renaissant, mais pas jusque-là quand même. Mais ça veut dire tout simplement que, voilà, qu'est-ce que c'est que la plasticité de l'homme, comment il définit l'homme, Pic, donc c'est 15e, hein, Quattrocento, la Renaissance italienne. L'homme est celui qui se donne sa propre forme. Voilà ce que c'est que l'homme. Hein. L'homme est celui qui se donne sa propre forme. Et c'est très intéressant parce que si vous basculez aujourd'hui, par exemple, avec les transhumanistes, vous avez des transhumanistes qui sont toujours des filous, entre guillemets, du concept. Hein. Voilà, ils savent toujours repérer la faille épistémo. Et vous savez que les transhumanistes, très souvent, leur argument essentiel, c'est de dire, mais vous savez, l'éducation, c'est déjà du transhumanisme. Hein. Bon, alors que le transhumanisme, c'est sans doute, en tout cas, cette idéologie-là va sur un autre endroit qui est véritablement pas simplement la transformation de la forme, parce que c'est ça la vraie différence, si vous voulez. C'est pour ça que les transhumanismes, c'est une transformation profonde de la matière et pas simplement de la forme. Donc c'est pas une atteinte, si vous voulez, sur la fonction symbolisante. Vous et moi, ici, on n'a jamais eu besoin des transhumanistes pour s'imaginer immortel. On fait ça depuis la nuit des temps. On se vit immortel, on se ressent immortel. Voilà, ça s'appelle la fonction symbolisante. Et par la fonction symbolisante, imaginative, mais au sens de construction du réel, parce que c'est aussi ce qui active cette fonction symbolisante, le désir de science, etc., nous produisons une capacité d'éternité qui, bien évidemment, vient travailler aussi à un moment donné à transformer les questions matérielles, mais nous avons une conscientisation au loin de la finitude humaine. Nous considérons que la finitude humaine dit encore quelque chose de l'homme. Les transhumanistes ne sont pas si sûrs de ça. Ils considèrent que la finitude de l'homme, ce n'est pas nécessairement comment dire, une limite, non pas planétaire, mais une limite humaine. Et à ce moment-là, ils vont, je dirais, désymboliser et considérer demain que la seule manière d'être immortel, c'est vraiment d'aller sur le territoire de l'augmentation technique matérialisée par voilà, une transformation sur le corps, etc. Donc vous voyez que c'est quand même pas tout à fait la même chose, et avec pour certains une atteinte à la dignité de ce qu'est l'homme. Parce que ça, c'est une question métaphysique, mais qui est quand même essentielle, et ma présence aujourd'hui est encore plus signifiante de ça, c'est quelle est la place de la finitude de l'homme dans la question de l'appréhension de sa dignité. Est-ce que précisément, et c'est là où la question de la vulnérabilité ontologique est clé, c'est-à-dire que nous avons en partage une dignité aussi parce que nous sommes tous vulnérables et parce que nous avons en partage cette question de la finitude, et l'enjeu étant de voir comment, de cette finitude, par la fonction, par quantité de fonctions, notamment symbolisantes, nous allons transformer cela. Je passe, la philosophie des Lumières, le grand moment de 1789, qui a libéré la notion de dignité en la rendant indépendante de la naissance sociale, qui a proposé une définition dynamique, tournée vers la participation à l'utilité commune. Et puis voilà, la question sociale et ouvrière, qui est essentielle dans la question de la construction de la dignité, puisque alors là, on va avoir le grand siècle de la matérialisation de la dignité. C'est le siècle du 19e siècle, c'est-à-dire en gros, c'est bien joli, le déclaratif, mais il faudrait quand même vérifier derrière si ça suit. Et donc, c'est les droits, par exemple, le droit du travail, les assurances, c'est que au loin derrière, début 20e, ça sera la sécurité sociale. Enfin, c'est toute cette construction par les mouvements sociaux. Hein, et c'est là aussi où vous voyez la pénibilité, je dirais, démocratique, c'est-à-dire que derrière la question de la dignité, il y a toujours celle des combats, celle des mouvements sociaux, celle des luttes.
Et ça travaille à faire émerger cette question-là. Et puis la catastrophe des Lumières, et 1948 est arrivé parce que, aussi, il y a eu la catastrophe des Lumières, symbolisée, on va dire, par ces deux grandes guerres mondiales, par la solution finale qui est Auschwitz, entre guillemets, par Hiroshima, etc., etc. C'est-à-dire véritablement ce que Husserl avait pointé dans la crise des sciences européennes en disant, voilà, il y a un moment où il y a une catastrophe fondamentale de la raison, où la raison se retourne contre elle-même. Et 1948 va venir essayer de remettre cette question de la dignité comme expliquant que c'est non seulement une matrice pour comprendre ce qu'est l'homme, mais bien évidemment derrière, une matrice pour comprendre ce que doit être la civilisation. Et derrière la civilisation, parce que la civilisation, ça ne veut rien dire, c'est aussi, à ce moment-là, comment on pense nos épistémologies, nos méthodes, nos outils pour penser, pour construire nos actions, pour construire notre éthique, etc. Et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on a fait, et vous voyez, hein, le préambule, l'article 1er, dignité, et puis je vous ai listé tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais juste comme ça, et vous voyez que cette matérialisation, elle va jusqu'au droit au repos. Hein, donc, c'est pas du tout, c'est bien évidemment essentiel, hein, puisque vous connaissez, c'est Gunther Anders notamment, puis il y en a plein d'autres, Arendt, etc. Tous ces auteurs qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la détérioration de la scolée. La scolée, vous savez, en grec, c'est le loisir, la vacance, hein, au sens de, voilà, de je ne suis pas dans une situation d'aliénation au travail asservi, c'est ça la scolée. Hein. Donc je peux, dit Aristote, déployer mon esprit et faire de la contemplation et activer et faire de la philosophie, entre guillemets. C'est l'activité la plus supérieure de l'homme, c'est la scolée. Et la scolée, donc, c'est être au repos chez les Grecs, mais bien évidemment, dans la traduction latine, c'est l'école, c'est la scuola. Donc, vous êtes aujourd'hui au repos. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est-à-dire que c'est parce que précisément, vous n'êtes pas dans une clinique de la survie que vous avez cette chance de pouvoir, bien évidemment, déployer votre esprit. Et c'est presque une obligation morale, normalement, puisque vous avez bénéficié, nous bénéficions tous de ne pas avoir été asservis. Et donc, c'est à nous de préserver demain les outils d'émancipation cognitive, éthique, économique, etc., pour que d'autres derrière nous ne soient pas non plus aliénés. Donc, cette grande chaîne-là que nous faisons. Alors, la vulnérabilité, c'est aussi un concept polymorphe. Je vous ai listé quelques comme ça, mais c'est immense, hein, aussi. Donc, définition ontologique de la vulnérabilité, ça, on a compris, c'est la condition humaine partagée. Du latin vulnus, vulneris, la blessure, le fait d'être exposé, hein, vulnérable, c'est pas simplement je suis blessé, c'est je suis je fais un joli lapsus, je suis exposé plus structurellement que d'autres au fait d'être blessé. Hein. C'est pour ça, par exemple, que c'est toute la différence, par exemple, entre un pauvre, de fait, il y a une vulnérabilité, voilà, mais un précaire, on pourrait dire qu'un précaire, c'est pas au même endroit, mais son risque d'exposition et sa perception de ce risque d'exposition le rend aussi vulnérable, parce que ça va venir impacter quantité de choix. Quand vous êtes précaire, vous produisez tout un système défaillant de décision. Ou au contraire, et c'est ça notre enjeu, d'en faire au contraire un système innovant, mais souvent c'est défaillant. Paul Ricoeur, qui est bien sûr un des grands auteurs, Emmanuel Levinas, là je vous ai mis un texte qui est un tout petit texte, Autonomie et vulnérabilité, et qui montre justement comment simplement, et ça c'est quelque chose que les psychanalystes, entre autres, connaissent bien, mais aussi que les spécialistes de ce qu'on appelle la médecine narrative connaissent bien, c'est-à-dire par, la verbalisation, déjà, par un pouvoir dire,
par un pouvoir se raconter, par un pouvoir témoigner. Dieu sait si là aussi toute la littérature des camps a été essentielle pour témoigner de cela, c'est-à-dire vous récupérez une puissance d'agir dans votre hyper-vulnérabilité simplement par le fait de dire. Hein. Donc ça, c'est une approche capacitaire assez simple, voilà, que tous les individus n'ont pas, parce qu'il y a des traumas qui viennent précisément taper sur la capacité de verbalisation. Et donc, il y a un tel trauma que vous ne pouvez même plus verbaliser le malheur dans lequel vous êtes et la souffrance dans laquelle vous êtes. Très clairement, hein, il y a le stress post-traumatique, il y a au contraire, hein, c'est comment dire, c'est Walter Benjamin et ensuite Agamben qui racontaient ça en philosophie, et Benjamin notamment, qui racontait que les premiers grands stress, les cliniques du PTSD, du stress post-traumatique, c'était au retour de la guerre de 14, avec des soldats qui revenaient du théâtre des opérations, comme aujourd'hui encore, mutiques. Donc dans l'incapacité de faire expérience. Le traumatisme avait atteint leur capacité de faire expérience du monde. Ils ne pouvaient plus le raconter. Donc ça, dès qu'on met au récit, déjà, c'est un premier degré de sortie de la vulnérabilité. Donc la question du récit, la question encore une fois, du langage, et bien évidemment, dans cette grande clinique-là, les écrivains. Mais alors, on n'est pas obligé de passer par la verbalisation. Hein. On peut passer par des expressions qui peuvent être par le corps, la danse, l'art, la peinture. Ça reste des langages, même si ce n'est pas des langages écrits. La vulnérabilité, sinon, c'est un grand concept polymorphe. Vous avez la vulnérabilité ontologique qui n'est pas totalement négociable. À ce jour, nous naissons, nous mourons, nous tombons malades. Voilà. Et puis, nous avons la vulnérabilité sociale, qui est tout simplement économique, culturelle, socio-construite, dynamique. Et être vulnérable, c'est être exposé à des menaces externes plus ou moins prévisibles qui mettent à l'épreuve un certain nombre de ressources détenues par des individus, des groupes et des communautés sur des territoires. Robert Castel, c'est un des très très grands penseurs de cette notion-là. Je vous ai mis Serge Pogam aujourd'hui qui travaille beaucoup sur ces cycles de disqualification sociale. Donc, vous voyez les boucles. Hein. La zone de vulnérabilité correspond donc à une double fragilisation. En fait, vous allez voir, là je vous ai mis prenons ça, Pogam. Vous voyez que c'est, comment dire, des azuelos, les carrés, comment dire, de céramique, là qui sont issus du palais de l'Alhambra. Et c'est cette représentation qui a été choisie par Serge Pogam pour dire comment étaient entrelacés nos liens d'attachement. Et nos liens d'attachement, il y en a 4. Le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté. Et en fait, vous ne pouvez pas dissocier l'un d'un autre, où vous comprenez que chacun, quand même, vient s'imbriquer, construire, supporter l'un l'autre. C'est pour ça que, nécessairement, aujourd'hui, nous sommes dans des approches dites intégrées, des approches holistiques, des approches interdisciplinaires, parce que vous faites de l'Alhambra, en gros. Hein. Donc, immédiatement, souvent, on ne peut pas dissocier, tout se tient, tout se met en danger. Et on voit beaucoup ça avec les patients quand ils sont justement atteints d'une maladie chronique. Et petit à petit, ça va venir attraper et vulnérabiliser l'ensemble du système. Leur famille, bien sûr, leur système économique, bien sûr, ensuite leurs droits, etc. etc. Bon. Définition organisationnelle et institutionnelle de la vulnérabilité. Là aussi, la vulnérabilité, ce n'est pas simplement cerné sur un individu, ça vient décrire une dynamique organisationnelle. Voilà, donc je vais passer parce que sinon on va y rester trop de temps, mais je vous laisse comme ça, vous irez découvrir ce qu'est la pathoplastie. Qui a été beaucoup travaillé, notamment par la psychothérapie institutionnelle, et qui montre justement comment tout notre enjeu dans une institution
c'est de créer en fait un milieu qui vient produire ce qu'on appelle en grec du phorein, qui vient produire une fonction phorique. Phorique, vous l'entendez comme dans euphorique. Phorique, c'est porter. Hein. Donc en fait, ici, vous avez une institution contenante, en tout cas je l'espère, et en tout cas, c'est très compliqué, à partir du moment où on a une institution qui n'est pas contenante, de produire quelque chose de qualité et qui ne soit pas toxique, etc., etc. Donc, toute cette notion de vulnérabilité, c'est tout ce qu'on appelle la psychodynamique du travail. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, notamment avec Éloi Laurent, mais il y en a tant d'autres, aujourd'hui, la question de la vulnérabilité, comme la question de la résilience, avec toute la problématique que cela suppose. Vous avez vu le dernier ouvrage de Cyrulnik, mais d'autres, hein, sur le fait que la résilience, ça a une définition clinique et même physique au départ, qui est une définition thérapeutique très spécifique, et que, hélas, comme souvent, vous avez des définitions néolibérales, instrumentalisantes, et qui vont utiliser la notion de résilience quasiment pour contourner l'obligation d'accompagnement des plus vulnérables, en essayant de dire, ben non, voilà, il y aurait d'une certaine manière presque une essentialisation de la résilience chez certains sujets, alors que la résilience, c'est véritablement quelque chose qui n'est que construit. Donc, et on voit d'ailleurs qu'en plus, elle est mouvante, mais bon, on rentrera à ça. Je vous ai mis un dernier point sur le CARE comme clinique de la vulnérabilité, et vous voyez là aussi que ce CARE, il est bien plus ouvert que la relation interhumaine. Donc, on a un âge clinique, thérapeutique, effectivement, au départ, hein, qui fait que vous pouvez attraper le dernier terme que je vous ai mis en bas sur l'altricialité secondaire. L'altricialité secondaire, c'est une loi des sciences humaines et sociales, notamment pointée dernièrement par Bernard Lahire, dans un ouvrage que vous avez peut-être lu et qui essaye justement de noter des grandes lois, comme il y a des grandes équations mathématiques, des grandes lois sociales qui organisent ce monde et ces communautés humaines. Et il s'inspire de Portman, qui a établi cette thèse de la néothénie. Donc la néothénie, c'est quoi chez Portman? C'est tout simplement le fait de considérer que nous sommes tous des prématurés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas simplement les prématurés et les autres, il y a nous tous, quand nous naissons, en fait, nous ne sommes pas nés. Nous ne sommes pas nés au sens où nous ne sommes pas viables. C'est-à-dire, vous laissez un bébé naître et vous ne mettez pas autour de lui un soutien, il meurt. Et donc, ces fameux 1000 jours où on va, et même au-delà, où on va construire en fait le fait que non pas un être est autonome, mais simplement peut être un peu viable, ça s'appelle l'altricialité secondaire, de altrix, qui veut dire nourrice, et ça pose, Portman, qui peut jouer de cela en disant, en fait, la société est comme une construction extra-utérine. Donc, voilà, nous tous, nous poursuivons cette tâche de faire émerger un sujet et de lui donner véritablement sa naissance, de le faire advenir. Donc ça, c'est un des points, et nous produisons ça par ce continuum des soins, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le CARE comme activation du système exploratoire et motivationnel de l'individu. Et vous voyez différents points du CARE, avec un point très important sur la question de la mise en invisibilité des pourvoyeurs de CARE ou des pourvoyeurs de dignité, qui est une des grosses questions dont on n'arrive pas à s'extraire. Et le concept de dignité, il a notamment été renversé par les années 60, par les mouvements civiques, par les post-colonial studies, par ce qu'on appelle les subaltern studies, etc., etc. C'est dans les années 60, 70, 80 que, par exemple, ce qu'on appelle la clinique du sida, donc vraiment une hyper vulnérabilité, quelque chose d'essentiel. Et en fait,
par cette clinique du sida, vous avez presque une équation, un exemple, une illustration totale de ce que je vais vous raconter entre vulnérabilité, dignité, démocratie, parce que la démocratie sanitaire, donc la démocratie de la santé, qui est bien évidemment, qui bénéficie à tous, elle a été totalement révolutionnée par la clinique du sida. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment la matrice de l'universel, c'est la vulnérabilité. Et comment, par cette vulnérabilité, au contraire, on peut produire des outils les plus probants, les plus intéressants, parce qu'ils vont venir répondre à quantité de complexité, de différence et de marge, mais justement dans ce souci non pas d'un différentialisme qui n'a aucun sens, mais au contraire dans un souci d'un aspect un peu d'un test de vraie crédibilité de la compréhension de ce qu'est l'universel. C'est-à-dire, l'universel est divers, il est multiple. Et il n'est pas normé par tel impérialisme social, culturel ou que sais-je. Là, je vous renvoie, et là aussi, ce sera plutôt vous tout seul pour le comprendre. Mais voilà, typiquement, avec Baldwin, un auteur que vous connaissez peut-être, que je vous invite à connaître, et qui explique justement que ces retournements, si vous voulez, de qu'est-ce que la dignité, souvent ça passe par une verbalisation et une narrativité de ce qui est indigne. Voilà. Donc la narrativité de l'indigne, c'est-à-dire comment le projet de toute écriture, chez Baldwin, c'est écrire la vie indigne. Écrire la vie indigne, c'est pour lui l'autre nom de la littérature, ce qui rend bien évidemment la littérature comme un instrument politique essentiel. C'est une fonction là aussi symbolisante qui vient renverser la chose, et on comprend comment un pouvoir dire peut transformer déjà un agir pour un individu et lui sauver la vie. En l'occurrence, Baldwin, c'est un noir américain homosexuel, plus que discriminé, plus que stigmatisé, et qui va écrire des textes absolument magnifiques. Et dans un de ces textes, vous voyez, je vous l'ai mis un petit peu plus loin, parce qu'il est... Voilà. Ne lisez pas, parce que voilà. Voilà, c'est ça. Dans Chasser de la lumière, Baldwin écrit magnifiquement dans son mouvement conclusif qu'être un Afro-Américain ou un Noir américain, c'est se trouver dans la situation, poussée à l'extrême, de tous ceux qui ont fait partie d'une civilisation qu'ils ne pouvaient d'aucune façon défendre honorablement, qu'ils étaient contraints d'attaquer et de condamner sans cesse. Mais leurs paroles étaient inspirées par un profond amour pour ce royaume, par l'espoir de le régénérer, de lui rendre son honneur et sa dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, l'Afro-Américain, il est obligé de dénoncer l'Amérique, parce que ce n'est pas possible, elle se conduit de façon indigne, et que précisément en dénonçant l'Amérique, il restaure la dignité de l'Amérique, puisqu'il est précisément aussi un Américain, et qu'il redonne à l'Amérique son honneur d'avoir reconnu son insuffisance, et bien évidemment derrière, pas simplement de le reconnaître, mais de transformer la vie des individus. Donc vous voyez cette boucle très particulière qui passe non pas par le fait de nier la vulnérabilité, il ne restaure pas l'Amérique en disant l'Amérique est magnifique. Il restaure l'Amérique par une cartographie terrible des vulnérabilités profondes et des dysfonctionnements de l'Amérique, et derrière, par une possibilité, bien évidemment, de nouveau, de s'en affranchir. Voilà un petit peu des données. Je passe tout ça parce que là, on n'y arrivera pas. On termine. De quoi la démocratie est-elle le nom? Ben voilà. Sans doute, c'est un test de crédibilité de cette démocratie, de vérifier que derrière cette notion d'état de droit, en fait, il y a une autre notion qu'on pourrait définir comme état social de droit.
et qu'en fait c'est une boucle, hein, et que cette dialectique entre la symbolisation et la matérialisation, c'est précisément un des enjeux complexes de la démocratie. C'est bien évidemment la reconnaissance de la vulnérabilité des sujets comme matrice de l'universel, c'est la reconnaissance de l'égalité en droit et en dignité des individus, c'est aussi, c'est ce que nous enseigne l'éthique du Caire, la reconnaissance de la pénibilité de cette fabrique des principes démocratiques, et ça, on pourra peut-être en discuter ensemble dans le moment des questions, c'est-à-dire qu'il y a un fardeau. La question, c'est qui porte ce fardeau et comment nous pouvons mieux le répartir, parce que fabriquer la dignité de tous, c'est pénible, c'est dur, voilà. Et Dieu sait si chaque jour nous avons construit une telle professionnalisation, une telle rationalisation des tâches, une telle division des tâches qui fait que trop de gens, un petit nombre fabriquent cette dignité de tous, alors que nous avons sans doute besoin de mieux répartir ce fardeau sur la pénibilité. Donc c'est la question éventuellement des temps citoyens demain. Est-ce que nous considérons que ça fait partie de l'activité commune ou pas de fabriquer cette dignité, et comment on peut le faire? Est-ce qu'il y a des outils demain pour faire cela? Et puis, bien sûr, la question de vous voyez, ce qui est le point le plus important, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, et qui fait que peut-être que les plus politiques d'entre nous ne sont pas les politiciens, c'est une formule, mais que les plus politiques, c'est ceux qui fabriquent la police au sens de la cité, donc c'est les enseignants, c'est les soignants, etc. Et je vous ai mis, comment dire, cette vieille définition aristotélicienne de la démocratie, qui est que chez Aristote, la démocratie, c'est gouverner et être gouverné. Donc l'enjeu, c'est de voir comment nous, demain, nous pouvons considérer comment nous préservons les conditions de la gouvernementalité au sens de Foucault. La gouvernementalité au sens de Foucault, c'est à la fois le gouvernement de soi-même et le gouvernement des autres. Et quand on préserve ça, en fait, on se rend compte qu'on n'a quasiment plus besoin de gouvernement. On en a besoin, mais fondamentalement, la question du gouvernement est moins opérationnelle, elle est moins essentielle. Alors que si vous ne faites pas ça, si vous ne produisez pas sans cesse et sans cesse le consentement éclairé chez les individus, vous n'aurez pas, tout simplement, en tout cas dans la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, le peuple ne choisira pas les meilleurs gouvernants, entre guillemets. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas, si on prend un exemple très basique, c'est pas Trump qui transforme les individus, c'est les individus transformés déjà par quantité d'expérience qui vont choisir celui qui va venir renforcer leurs pulsions ressentimistes, etc. Donc vous aurez beau avoir les gouvernants les plus grandioses, si on ne se focalise pas sur les conditions en amont du choix des gouvernants, et donc sur cette capacité de dire être gouverné, c'est aussi une compétence, c'est aussi une aptitude, hein, c'est une intelligibilité. En fait, on pourra produire les meilleurs gouvernants, ils seront jamais choisis, d'où ce terme de ruban de Moebius entre de la qualité du principe d'individuation, en fait, dépend la préservation de l'état de droit. Voilà, 55 minutes, pardon, un petit peu trop, mais je vous remercie pour votre attention.